L'argent de Émile Zola, partie 10 du livre audio, chapitre 10. À cette fin d'année, le jour de la liquidation de décembre, la grande salle de la bourse se trouva pleine dès 12h30, dans une extraordinaire agitation de voix et de gestes. Depuis quelques semaines, d'ailleurs, l'effervescence montait, et elle aboutissait à cette dernière journée de lutte, une cohue fiévreuse où grondait déjà la décisive bataille qui allait s'engager. Dehors, il gelait terriblement, mais un clair soleil d'hiver pénétrait d'un rayon oblique par le haut vitrage, égayant tout un côté de la salle nue, aux sévères piliers, à la voûte triste, que glaçaient encore des grisailles allégoriques, tandis que des bouches de calorifères, tout le long des arcades, soufflaient une haleine tiède, au milieu du courant froid des portes grillagées, continuellement battantes. Le baissier Moser, plus inquiet et plus jaune que de coutume, se heurta contre le haussier Pillerault, arrogamment planté sur ses hautes jambes de héron. « Vous savez ce qu'on dit ?» Mais il dut élever la voix pour se faire entendre, dans le bruit croissant des conversations, un roulement régulier, monotone, pareil à une clameur d'eau débordée, coulant sans fin. « On dit que nous aurons la guerre en avril. Ça ne peut pas finir autrement, avec ces armements formidables. L'Allemagne ne veut pas nous laisser le temps d'appliquer la nouvelle loi militaire que va voter la Chambre. Et d'ailleurs, Bismarck... » Pillerault éclata de rire. « Fichez-moi donc la paix, vous et votre Bismarck. Moi qui vous parle, j'ai causé 5 minutes avec lui, cet été, quand il est venu. Il a l'air très bon garçon. Si vous n'êtes pas content, après l'écrasant succès de l'exposition, que vous faut-il ? Mon cher, l'Europe entière est à nous. » Moser hocha désespérément la tête. Et en phrases que coupaient à chaque seconde les bousculades de la foule, il continua à dire ses craintes. L'état du marché était trop prospère, d'une prospérité pléthorique qui ne valait rien, pas plus que la mauvaise graisse des gens trop gras. Grâce à l'exposition, il avait poussé trop d'affaires. On s'était trop engoué. On en arrivait à la pure démence du jeu. Est-ce que ce n'était pas fou, par exemple, l'universel à 3030 ? « Ah, nous y voilà !» cria Pillerault. Et, de tout près, en accentuant chaque syllabe, « Mon cher, on finira ce soir à 3060. Vous serez tous culbutés, c'est moi qui vous le dis. » Le baissier, facilement impressionnable pourtant, eut un petit sifflement de défi. Et il regarda en l'air pour marquer sa fausse tranquillité d'âme. Il resta un moment à examiner les quelques têtes de femmes qui se penchaient là-haut à la galerie du télégraphe, étonnées du spectacle de cette salle où elles ne pouvaient entrer. Des écussons portaient des noms de villes, les chapiteaux et les corniches allongeaient une perspective blême que des infiltrations avaient tachée de jaune. « Tiens, c'est vous !» reprit Moser en baissant la tête et en reconnaissant Salmon qui souriait devant lui, de son éternel et profond sourire. Puis, troublé, voyant dans ce sourire une approbation donnée aux renseignements de Pillerault, « Enfin, si vous savez quelque chose, dites-le. Moi, mon raisonnement est simple. Je suis avec Gundermann, parce que Gundermann, n'est-ce pas ? C'est Gundermann. Ça finit toujours bien avec lui. » « Mais, dit Pillerault, ricanant, qui vous dit que Gundermann est à la baisse ? » Du coup, Moser arrondit des yeux effarés. Depuis longtemps, le gros commérage de la bourse était que Gundermann guettait sa quart, qu'il nourrissait la baisse contre l'universel, en attendant d'étrangler celle-ci à quelque fin de mois, d'un effort brusque, lorsque l'heure serait venue d'écraser le marché sous ses millions. Et si cette journée s'annonçait si chaude, c'était que tous croyaient, répétaient que la bataille allait enfin être pour ce jour-là, une de ces batailles sans merci où l'une des deux armées reste par terre, détruite. Mais est-ce qu'on n'était jamais certain dans ce monde de mensonges et de ruses ? Les choses les plus sûres, les plus annoncées à l'avance, devenaient, au moindre souffle, des sujets de doute pleins d'angoisse. « Vous niez l'évidence, murmura Moser. « Sans doute. Je n'ai pas vu les ordres, et on ne peut rien affirmer. Hein, Salmon, qu'est-ce que vous en dites ?
Gundermann ne peut pas lâcher, que diable !» Et il ne savait plus que croire devant le sourire silencieux de Salmon qui lui semblait s'amincir, d'une finesse extrême. « Ah !» reprit-il, en désignant du menton un gros homme qui passait. « Si celui-là voulait parler, je ne serais pas en peine. » Il voit clair. C'était le célèbre Amadieu, qui vivait toujours sur sa réussite dans l'affaire des mines de Celsis. Les actions achetées à 15 francs, en un coup d'entêtement imbécile, revendues plus tard avec un bénéfice d'une 15aine de millions, sans qu'il eût rien prévu ni calculé. Au hasard. On le vénérait pour ses grandes capacités financières. Une véritable cour le suivait, en tâchant de surprendre ses moindres paroles et en jouant dans le sens qu'elles semblaient indiquer. « Bah !» s'écria Pillerault, tout à sa théorie favorite du casse-cou. « Le mieux est encore de suivre son idée, au petit bonheur. Il n'y a que la chance. On a de la chance ou l'on n'a pas de chance. Alors quoi ? Il ne faut pas réfléchir. Moi, chaque fois que j'ai réfléchi, j'ai failli y rester. Tenez, tant que je verrai ce monsieur-là solide à son poste, avec son air de gaillard, qui veut tout manger, j'achèterai. » D'un geste, il avait montré Saccard, qui venait d'arriver et qui s'installait à sa place habituelle contre le pilier de la première arcade de gauche. Comme tous les chefs de maison importantes, il avait ainsi une place connue où les employés et les clients étaient certains de le trouver, les jours de bourse. Gundermann seul affectait de ne jamais mettre les pieds dans la grande salle. Il n'y envoyait même pas un représentant officiel. Mais on y sentait une armée à lui. Il y régnait en maître absent et souverain, par la légion innombrable des remisiers, des agents qui apportaient ses ordres, sans compter ses créatures, si nombreuses que tout homme présent était peut-être le mystérieux soldat de Gundermann. Et c'était contre cette armée insaisissable et partout agissante que luttait Saccard, en personne, à front découvert. Derrière lui, dans l'angle du pilier, il y avait un banc, mais il ne s'y asseyait jamais, debout pendant les 2 heures du marché, comme dédaigneux de la fatigue. Parfois, aux minutes d'abandon, il s'appuyait simplement du coude à la pierre, que la salissure de tous les contacts, à hauteur d'homme, avait noirci et poli. Et, dans la nudité blafarde du monument, il y avait même là un détail caractéristique, cette bande de crasse luisante, contre les portes, contre les murs, dans les escaliers, dans la salle, un soubassement immonde, la sueur accumulée des générations de joueurs et de voleurs. Très élégant, très correct, ainsi que tous les boursiers, avec son drap fin et son linge éblouissant, Saccard avait la mine aimable et reposée d'un homme sans préoccupation, au milieu de ces murs bordés de noir. « Vous savez, dit Moser en étouffant sa voix, qu'on l'accuse de soutenir la hausse par des achats considérables. Si l'Universel joue sur ses propres actions, elle est fichue. » Mais Pillerault protestait. « Encore un cancan. Est-ce qu'on peut dire au juste qui vend et qui achète ? Il est là pour les clients de sa maison, ce qui est bien naturel. Et il y est aussi pour son propre compte, car il doit jouer. » Moser, d'ailleurs, n'insista pas. Personne encore, à la bourse, n'aurait osé affirmer la terrible campagne menée par Saccard, ces achats qu'il faisait pour le compte de la société, sous le couvert d'hommes de paille. Sabatani, Jean Trou, d'autres encore, surtout des employés de sa direction. Une rumeur seulement courait, chuchotée à l'oreille, démentie, toujours renaissante, quoique sans preuve possible. D'abord, il n'avait fait que soutenir les cours avec prudence, revendant dès qu'il pouvait, afin de ne pas trop immobiliser les capitaux et encombrer les caisses de titres. Mais il était maintenant entraîné par la lutte, et il avait prévu, ce jour-là, la nécessité d'achats exagérés s'il voulait rester maître du champ de bataille. Ses ordres étaient donnés, il affectait son calme souriant des jours ordinaires, malgré son incertitude sur le résultat final et le trouble qu'il éprouvait à s'engager ainsi de plus en plus dans une voie qu'il savait effroyablement dangereuse. Brusquement, Moser, qui était allé rôder derrière le dos du célèbre Amadieu, en grande conférence avec un petit homme chafouin, revint très exalté, bégayant. « Je l'ai entendu de mes oreilles. Il a dit que les ordres de vente de Gundermann dépassaient 10 millions.
Oh, je vends, je vendrai jusqu'à ma chemise. 10 millions ? Fichtre, murmura Pillerault, la voix un peu altérée. C'est une vraie guerre au couteau. Et, dans la clameur roulante qui croissait, grossie de toutes les conversations particulières, il n'y avait plus que ce duel féroce entre Gundermann et Saccard. On ne distinguait pas les paroles, mais le bruit en était fait. C'était cela seul qui grondait si haut, l'entêtement calme et logique de l'un à vendre, l'enfièvrement de passion à toujours acheter, qu'on soupçonnait chez l'autre. Les nouvelles contradictoires qui circulaient, murmurées d'abord, finissaient dans des éclats de trompette. Dès qu'ils ouvraient la bouche, les uns criaient pour se faire entendre au milieu du vacarme, tandis que d'autres, pleins de mystère, se penchaient à l'oreille de leurs interlocuteurs, parlaient très bas, même quand ils n'avaient rien à dire. « Et je garde mes positions à la hausse, reprit Pillerault, déjà raffermi. Il fait un soleil trop beau, tout va monter encore. Tout va crouler, répliqua Moser, avec son obstination dolente. La pluie n'est pas loin, j'ai eu une crise cette nuit. Mais le sourire de Salmon, qui les écoutait à tour de rôle, devint si aigu que tous deux restèrent mécontents, sans certitude possible. Est-ce que ce diable d'homme, si extraordinairement fort, si profond et si discret, avait trouvé une troisième façon de jouer, en ne se mettant ni à la hausse, ni à la baisse? Saccard, à son pilier, voyait grossir autour de lui la cohue de ses flatteurs et de ses clients. Continuellement, des mains se tendaient, et il les serrait toutes, avec la même facilité heureuse, mettant dans chaque étreinte de ses doigts une promesse de triomphe. Certains accouraient, échangeaient un mot, repartaient ravis. Beaucoup s'entêtaient, ne le lâchaient plus, glorieux d'être de son groupe. Souvent, il se montrait aimable, sans se rappeler le nom des gens qui lui parlaient. Ainsi, il fallut que le capitaine Chave lui nommât Maugendre, pour qu'il reconnût celui-ci. Le capitaine, remis avec son beau-frère, le poussait à vendre. Mais la poignée de main du directeur suffit à enflammer Maugendre d'un espoir sans limite. Ensuite, ce fut Sédille, l'administrateur, le grand marchand de soie, qui voulut avoir une consultation d'1 minute. Sa maison de commerce périclitait, toute sa fortune était liée à celle de l'Universel, à ce point que la baisse possible devait être pour lui un écroulement, et, anxieux, dévoré de sa passion, ayant d'autres ennuis du côté de son fils Gustave, qui ne réussissait guère chez Mazot, il éprouvait le besoin d'être rassuré, encouragé. D'une tape sur l'épaule, Saccard le renvoya plein de foi et d'ardeur. Puis il y eut tout un défilé. Kolb, le banquier, qui avait réalisé depuis longtemps, mais qui ménageait le hasard, le marquis de Bohain, qui, avec sa condescendance hautaine de grand seigneur, affectait de fréquenter la bourse, par curiosité et désœuvrement. Huret lui-même, incapable de rester fâché, trop souple pour n'être pas l'ami des gens jusqu'au jour de l'engloutissement final, venant voir s'il n'y avait plus rien à ramasser. Mais d'Aigremont parut. Tous s'écartèrent. Il était très puissant. On remarqua son amabilité, la façon dont il plaisanta, d'un air de camaraderie confiante. Les haussiers en rayonnaient, car il avait la réputation d'un homme adroit qui savait sortir des maisons au premier craquement des planchers. Et il devenait certain que l'Universel ne craquait pas encore. D'autres enfin circulaient, qui échangeaient simplement un coup d'œil avec Saccard, les hommes à lui, les employés chargés de donner les ordres, achetant aussi pour leur propre compte, dans la rage de jeu dont l'épidémie décimait le personnel de la rue de Londres, toujours aux aguets, l'oreille aux serrures, en chasse des renseignements. Ce fut ainsi que, 2 fois, Sabatani passa, avec sa grâce molle d'italien matiné d'oriental, en affectant de ne pas même voir le patron, tandis que Jantrou, immobile à quelques pas, tournant le dos, semblait tout à la lecture des dépêches des bourses étrangères, affichées dans des cadres grillagés. Le remisier Macias, qui, toujours courant, bouscula le groupe, eut un petit signe de la tête, pour rendre sans doute une réponse, quelque commission vivement faite. Et, à mesure que l'heure de l'ouverture approchait, le piétinement sans fin, le double courant de foule, sillonnant la salle,
l'emplissait des secousses profondes et du retentissement d'une marée haute. On attendait le premier cours. À la corbeille, Mazo et Jacobi, sortant du cabinet des agents de change, venaient d'entrer, côte à côte, d'un air de correcte confraternité. Ils se savaient pourtant adversaires, dans la lutte sans merci qui se livrait depuis des semaines et qui pouvait finir par la ruine de l'un d'eux. Mazo, petit, avec sa taille mince de joli homme, était d'une vivacité gaie, où se retrouvait sa chance si heureuse jusque-là, cette chance qu'il avait fait hériter, à 32 ans, de la charge d'un de ses oncles, tandis que Jacobi, ancien fondé de pouvoir, devenu agent à l'ancienneté, grâce à des clients qui le commanditaient, avait le ventre épaissi et le pas lourd de ses 60 ans, grand gaillard grisonnant et chauve, étalant une large face de bon diable jouisseur. Et tous deux, leur carnet à la main, causaient du beau temps, comme s'ils n'avaient pas tenu là, sur ces quelques feuilles, les millions qu'ils allaient échanger, ainsi que des coups de feu, dans la meurtrière mêlée de l'offre et de la demande. « Hein ? Une jolie gelée ? Oh, imaginez-vous, je suis venu à pied, tant c'était charmant. » Arrivé devant la corbeille, le vaste bassin circulaire, encore net des papiers inutiles, des fiches qu'on y jette, ils s'arrêtèrent un instant, appuyés à la rampe de velours rouge qui l'entoure, continuant à se dire des choses banales et interrompues, tout en guettant du coin de l'œil les alentours. Les 4 travées, en forme de croix, fermées par des grilles, sorte d'étoiles à 4 branches, ayant pour centre la corbeille, étaient le lieu sacré interdit au public. Et, entre les branches, en avant, il y avait d'un côté un autre compartiment où se trouvaient les commis du comptant que dominaient les 3 cauteurs, assis sur de hautes chaises, devant leurs immenses registres. Tandis que, de l'autre côté, un compartiment plus petit, ouvert celui-là, nommé la guitare, à cause de sa forme sans doute, permettait aux employés et aux spéculateurs de se mettre en contact direct avec les agents. Derrière, dans l'angle formé par 2 autres branches, se tenait, en pleine foule, le marché des rentes françaises, où chaque agent était représenté, ainsi qu'au marché du comptant, par un commis spécial, ayant son carnet distinct. Car les agents de change, autour de la corbeille, ne s'occupent exclusivement que des marchés à terme, tout entiers à la grande besogne effrénée du jeu. Mais, apercevant dans la travée de gauche son fondé de pouvoir Berthier, qui lui faisait un signe, Mazo alla échanger avec lui quelques mots à demi-voix, les fondés de pouvoir n'ayant que le droit d'être dans les travées, à distance respectueuse de la rampe de velours rouge qu'aucune main profane ne saurait toucher. Chaque jour, Mazo venait ainsi à la bourse avec Berthier et ses 2 commis, celui du comptant et celui de la rente, auquel se joignait le plus souvent le liquidateur de la charge, sans compter l'employé aux dépêches, qui était toujours le petit Flori, la face de plus en plus enfouie dans son épaisse barbe, d'où ne sortait que l'éclat de ses yeux tendres. Depuis son gain de 10 000 francs, au lendemain de Sadowa, Flori, affolée par les exigences de Chuchu, devenue capricieuse et dévorante, jouait éperdument pour son compte, sans calcul aucun d'ailleurs, tout au jeu de sa carre qu'il suivait avec une foi aveugle. Les ordres qu'il connaissait, les télégrammes qui lui passaient par les mains, suffisaient à le guider. Et justement, comme il descendait en courant du télégraphe, installé au premier étage, les 2 mains pleines de dépêches, il dut faire appeler par un garde Mazo qui lâcha Berthier pour venir contre la guitare. « Monsieur, faut-il aujourd'hui les dépouiller et les classer ? Sans doute, si elles arrivent ainsi en masse. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, de l'universel, des ordres d'achat, presque toutes. » L'agent, d'une main exercée, feuilletait les dépêches, visiblement satisfait, très engagé avec sa carre, qu'il reportait depuis longtemps pour des sommes considérables, ayant encore reçu de lui, le matin même, des ordres d'achat énormes, il avait fini par être l'agent en titre de l'universel. Et, quoique sans grosse inquiétude jusque-là, cet engouement persistant du public, ces achats entêtés, malgré l'exagération des cours, le rassuraient. Un nom le frappa. Parmi les signataires des dépêches, celui de Fayeux, ce receveur de rente de Vendôme, qui devait s'être fait une clientèle extrêmement nombreuse de petits acheteurs, parmi les fermiers, les dévotes et les prêtres de sa province,
car il ne se passait pas de semaine sans qu'il envoyât ainsi télégramme sur télégramme. « Donnez ça au comptant, dit Mazo à Flori, et n'attendez pas qu'on vous descende les dépêches, n'est-ce pas? Restez là-haut, prenez-les vous-même. » Flori alla s'accouder à la balustrade du comptant, criant à toute voix « Mazo! Mazo !» Et ce fut Gustave Sédille qui s'approcha, car à la bourse, les employés perdent leur nom, non plus que le nom de l'agent qu'ils représentent. Flori, lui aussi, s'appelait Mazo. Après avoir quitté la charge pendant près de 2 ans, Gustave venait d'y rentrer, afin de décider son père à payer ses dettes. Et ce jour-là, en l'absence du commis principal, il se trouvait chargé du comptant, ce qui l'amusait. Flori, s'étant penché à son oreille, tous deux convinrent de n'acheter pour Fayeux qu'au dernier cours, après avoir joué pour eux sur ses ordres, en achetant et en revendant d'abord au nom de leur homme de paille habituel, de façon à toucher la différence, puisque la hausse leur semblait certaine. Cependant, Mazo revint vers la corbeille, mais à chaque pas, un garde lui remettait, de la part de quelques clients qui n'avaient pu s'approcher, une fiche où un ordre était griffonné au crayon. Chaque agent avait sa fiche particulière, d'une couleur spéciale, rouge, jaune, bleue, verte, afin qu'on pût la reconnaître aisément. Celle de Mazo était verte, couleur de l'espérance, et les petits papiers verts continuaient à s'amasser entre ses doigts dans le continuel va-et-vient des gardes qui les prenaient au bout des travées, de la main des employés et des spéculateurs, tous pourvus d'une provision de ces fiches, de façon à gagner du temps. Comme il s'arrêtait de nouveau devant la rampe de velours, il y retrouva Jacobi, qui, lui également, tenait une poignée de fiches, sans cesse grossies, des fiches rouges, d'un rouge frais de sang répandu. Sans doute des ordres de Gundermann et de ses fidèles, car personne n'ignorait que Jacobi, dans le massacre qui se préparait, était l'agent des baissiers, le principal exécuteur des hautes œuvres de la banque juive. Et il causait maintenant avec un autre agent, Delarocque, son beau-frère, un chrétien qui avait épousé une juive, un gros homme roux et trapu, très chauve, lancé dans le monde des cercles, connu pour recevoir les ordres de D'Aigremont, lequel s'était fâché depuis peu avec Jacobi, comme autrefois avec Mazo. L'histoire que Delarocque racontait, une histoire grasse de femme rentrée chez son mari, sans chemise, allumait ses petits yeux clignotants, tandis qu'il agitait, dans une mimique passionnée, son carnet, d'où débordait le paquet de ses fiches, bleues celles-ci, d'un bleu tendre de ciel d'avril. « Monsieur Macias vous demande, » vint dire un garde à Mazo. Vivement, ce dernier retourna au bout de la travée. Le remisier, complètement à la solde de l'universel, lui apportait des nouvelles de la coulisse, qui fonctionnait déjà sous le péristyle, malgré la terrible gelée. Quelques spéculateurs se risquaient quand même, rentraient par moments se chauffer dans la salle, pendant que les coulissiers, au fond d'épais paletots, les collets de fourrure relevés, tenaient bon, en cercle comme d'habitude, au-dessous de l'horloge, s'animant, criant, gesticulant si fort qu'ils ne sentaient pas le froid. Et le petit Nathanson se montrait parmi les plus actifs, en train de devenir un gros monsieur, favorisé de la chance, depuis le jour où, simple petit employé des missionnaires du Crédit Mobilier, il avait eu l'idée de louer une chambre et d'ouvrir un guichet. D'une voix rapide, Macias expliqua que, les cours ayant l'air de fléchir, sous le paquet de valeurs dont les baissiers accablaient le marché, Saccard venait d'avoir l'idée d'opérer à la coulisse, pour influer sur le premier cours officiel de la corbeille. L'Universel avait clôturé la veille à 3030 francs, et il avait fait donner l'ordre à Nathanson d'acheter 100 titres, qu'un autre coulissier devait offrir à 3035. C'était 5 francs de majoration. « Bon, le cours nous arrivera, » dit Mazo. Et il revint parmi les groupes des agents qui se trouvaient au complet. Les 60 étaient là, faisant déjà entre eux, malgré le règlement, les affaires au cours moyen en attendant le coup de cloche réglementaire. Les ordres donnés à un cours fixé d'avance n'influaient pas sur le marché, puisqu'il fallait attendre ce cours. Tandis que les ordres au mieux, ceux dont on laissait la libre exécution au flair de l'agent, déterminaient la continuelle oscillation des cotes différentes. Un bon agent était fait de finesse et de prescience, de cervelle prompte et de muscles agiles,
car la rapidité assurait souvent le succès, sans compter la nécessité des belles relations dans la haute banque, des renseignements ramassés un peu partout, des dépêches reçues des bourses françaises et étrangères avant tout autre. Et il fallait encore une voix solide pour crier fort. Mais 1 heure sonna, la volée de la cloche passa en coup de vent sur la houle violente des têtes, et la dernière vibration n'était pas éteinte que Jacobi, les 2 mains appuyées sur le velours, jetait d'une voix mugissante, la plus forte de la compagnie, « J'ai de l'universel! J'ai de l'universel !» Il ne fixait pas de prix, attendant la demande. Les 60 s'étaient rapprochés et formaient le cercle autour de la corbeille, où déjà quelques fiches jetées faisaient des taches de couleurs vives. Face à face, ils se dévisageaient tous, se tâtaient comme les duellistes au début d'une affaire, très pressés de voir s'établir le premier cours. « J'ai de l'universel !» répétait la basse grondante de Jacobi. « J'ai de l'universel !»« À quel cours l'universel ?» demanda Mazo d'une voix mince, mais si aiguë qu'elle dominait celle de son collègue, comme un chant de flûte s'entend au-dessus d'un accompagnement de violoncelle. Et Delarocque proposa le cours de la veille. « À 3030, je prends l'universel. » Mais tout de suite, un autre agent renchérit. « À 3035, envoyez l'universel. » C'était le cours de la coulisse qui arrivait, empêchant l'arbitrage que Delarocque devait préparer, un achat à la corbeille et une vente prompte à la coulisse pour empocher les 5 francs de hausse. Aussi Mazo se décida-t-il, certain d'être approuvé par Saccard. « À 3040, je prends. Envoyez l'universel à 3040. »« Combien ?» dut demander Jacobi. « 300. » Tous deux écrivirent un bout de ligne sur leur carnet, et le marché était conclu. Le premier cours se trouvait fixé, avec une hausse de 10 francs sur le cours de la veille. Mazo se détacha, alla donner le chiffre à celui des coteurs qui avait l'universel sur son registre. Alors, pendant 20 minutes, ce fut une véritable écluse lâchée. Les cours des autres valeurs s'étaient également établis, tout le paquet des affaires apportées par les agents se concluait sans grande variation. Et cependant, les coteurs, haut perchés, pris entre le vacarme de la corbeille et celui du comptant, qui fonctionnait fiévreusement lui aussi, avaient grand-peine à inscrire toutes les cotes nouvelles que venaient leur jeter les agents et les commis. En arrière, la rente également faisait rage. Depuis que le marché était ouvert, la foule ne ronflait plus seule, avec le bruit continu des grandes eaux, et sur ce grondement formidable s'élevaient maintenant les cris discordants de l'offre et de la demande, un glapissement caractéristique qui montait, descendait, s'arrêtait pour reprendre note inégale et déchirée, ainsi que des appels d'oiseaux pillards dans la tempête. Saccard souriait, debout près de son pilier. Sa cour avait augmenté encore. La hausse de 10 francs sur l'universel venait d'émotionner la bourse, car on y pronostiquait depuis longtemps une débâcle pour le jour de la liquidation. Huret s'était rapproché avec Sédi et Kolb, en affectant de regretter tout haut sa prudence qui lui avait fait vendre ses actions dès le cours de 2500, tandis que d'Aigremont, l'air désintéressé, promenant à son bras le marquis de Bohain, lui expliquait gaiement la défaite de son écurie aux courses d'automne. Mais surtout, Maugendre triomphait, accablait le capitaine Chave, obstiné quand même dans son pessimisme, disant qu'il fallait attendre la fin. Et la même scène se reproduisait entre Pillerault, vantard, et Moser, mélancolique, l'un radieux de cette folie de la hausse, l'autre serrant les poings, parlant de cette hausse têtue, imbécile, comme d'une bête enragée qu'on finirait pourtant bien par abattre. 1 heure se passa, les cours restaient à peu près les mêmes, les affaires continuaient à la corbeille, moins drues, au fur et à mesure que les ordres nouveaux et les dépêches les apportaient. Il y avait ainsi, vers le milieu de chaque bourse, une sorte de ralentissement, l'accalmie des transactions courantes, en attendant la lutte décisive du dernier cours. Pourtant, on entendait toujours le mugissement de Jacobi, que coupaient les notes aiguës de Mazo, engagés l'un et l'autre dans des opérations à prime. « J'ai de l'universel à 3040, dont 15. Je prends de l'universel à 3040, dont 10. Combien ? 25. Envoyez. » Ce devaient être des ordres de Fayeux que Mazo exécutait, car beaucoup de joueurs de province, pour limiter leurs pertes, avant d'oser se lancer dans le ferme, achetaient et vendaient à prime. Puis, brusquement,
Une rumeur courut, des voix saccadées s'élevèrent. L'Universel venait de baisser de 5 francs. Et, coup sur coup, elle baissa de 10 francs, de 15 francs. Elle tomba à 3025. Justement, à ce moment-là, Jean Trou, qui avait reparu, après une courte absence, disait à l'oreille de Saccard que la baronne Sandorf était là, rue Brognard, dans son coupé, et qu'elle lui faisait demander s'il fallait vendre. Cette question, tombant au moment où les cours fléchissaient, l'exaspéra. Il revoyait le cocher immobile, au perché sur le siège, la baronne consultant son carnet, comme chez elle, glace close. Et il répondit « Qu'elle me fiche la paix, et si elle vend, je l'étrangle !» Macias accourait à l'annonce des 15 francs de baisse, ainsi qu'à un appel d'alarme, sentant bien qu'il allait être nécessaire. En effet, Saccard, qui avait préparé un coup pour enlever le dernier cours, une dépêche qu'on devait envoyer de la bourse de Lyon, où la hausse était certaine, commençait à s'inquiéter, en ne voyant pas arriver la dépêche. Et cette dégringolade de 15 francs imprévue pouvait amener un désastre. Habilement, Macias ne s'arrêta pas devant lui, le heurta du coude, puis reçut son ordre, l'oreille tendue. « Vite, à Nathanson, 400, 500, ce qu'il faudra. » Cela s'était fait, si rapidement, que Pilrow et Moser seuls s'en aperçurent. Ils se lancèrent sur les pas de Macias pour savoir. Macias, depuis qu'il était à la solde de l'Universel, avait pris une importance énorme. On tâchait de le confesser, de lire par-dessus son épaule les ordres qu'il recevait. Et lui-même, maintenant, réalisait des gains superbes. Avec sa bonhomie souriante de malchanceux, que la fortune avait rudement traité jusque-là, il s'étonnait. Il déclarait supportable cette vie de chien de la bourse, où il ne disait plus qu'il fallait être juif pour réussir. À la coulisse, dans le courant d'air glacé du péristyle, que le pâle soleil de 3 heures ne chauffait guère, l'Universel avait baissé moins rapidement qu'à la corbeille. Et Nathanson, averti par ses courtiers, venait de réaliser l'arbitrage que n'avait pu réussir Delarocque au début. Acheteur dans la salle à 3025, il avait revendu sous la colonnade à 3035. Cela n'avait pas demandé 3 minutes, et il gagnait 60 000 francs. Déjà, l'achat faisait, à la corbeille, remonter la valeur à 3030, par cet effet d'équilibre que les deux marchés, le légal et le toléré, exercent l'un sur l'autre. Un galop de commis ne cessait pas, de la salle au péristyle, jouant des coudes à travers la cohue. Pourtant, le cours de la coulisse allait fléchir, lorsque l'ordre que Macias apportait à Nathanson le soutint à 3035, le haussa à 3040, tandis que, par contre-coup, la valeur retrouvait aussi, au parquet, son premier cours. Mais il était difficile de l'y maintenir, car la tactique de Jacobi et des autres agents, opérant au nom des baissiers, était évidemment de réserver les grosses ventes pour la fin de la bourse, afin d'en écraser le marché et d'amener un effondrement dans le désarroi de la dernière demi-heure. Saccard comprit si bien le péril que, d'un signe convenu, il avertit Sabatani, en train de fumer une cigarette, à quelques pas, de son air détaché et alangui d'homme à femme. Et tout de suite, se faufilant avec une souplesse de couleuvre, ce dernier se rendit dans la guitare, où, l'oreille aux aguets, suivant les cours, il ne s'arrêta plus d'envoyer à Mazot des ordres sur des fiches vertes dont il avait une provision. Malgré tout, l'attaque était si rude que l'Universel, de nouveau, baissa de 5 francs. Les 3/4 sonnèrent. Il n'y avait plus qu'un quart d'heure avant le coup de cloche de la fermeture. À ce moment, la foule tournoyait et criait, comme flagellée par quelque tourment d'enfer. La corbeille aboyait, hurlait avec des retentissements fêlés de chaudronnerie qu'on brise. Et ce fut alors que se produisit l'incident si anxieusement attendu par Saccard. Le petit Fleury, qui, depuis le commencement, n'avait cessé de descendre du télégraphe toutes les 10 minutes, les mains pleines de dépêches, reparut encore, fendant la foule, lisant cette fois un télégramme dont il semblait enchanté. « Mazot, Mazot !» appela une voix, et Fleury, naturellement, tourna la tête, comme s'il eût répondu à l'appel de son propre nom. C'était Jean Trou qui voulait savoir, mais le commis le bouscula, trop pressé, tout à la joie de se dire que l'Universel finirait en hausse,
car la dépêche annonçait que la valeur montait à la bourse de Lyon, où des achats s'étaient produits si importants que le contre-coup allait se ressentir à la bourse de Paris. En effet, d'autres télégrammes arrivaient déjà, un grand nombre d'agents recevaient des ordres. Le résultat fut immédiat et considérable. « À 3040, je prends de l'universel », répétait Mazaud de sa voix exaspérée de chanterelle. Et Delarocque, débordé par la demande, renchérissait de 5 francs. « À 3045, je prends… J'ai… À 3045, mugissait Jacobi. 200 à 3045. Envoyez. Alors Mazaud monta lui-même. Je prends à 3050. Combien 500. Envoyez. Mais l'effroyable vacarme devenait tel, au milieu d'une gesticulation épileptique, que les agents eux-mêmes ne s'entendaient plus. Et, tout à la fureur professionnelle qui les agitait, ils continuèrent par gestes, puisque les basses caverneuses des uns avortaient, tandis que les flûtes des autres s'amincissaient jusqu'au néant. On voyait s'ouvrir les bouches énormes, sans qu'un bruit distinct parût en sortir, et les mains seules parlaient, un geste du dedans en dehors qui offrait, un autre geste du dehors en dedans qui acceptait. Les doigts levés indiquaient les quantités. Les têtes disaient oui ou non d'un signe. C'était intelligible aux seuls initiés, comme un de ces coups de démence qui frappent les foules. En haut, à la galerie du télégraphe, des têtes de femmes se penchaient, stupéfiées, épouvantées devant l'extraordinaire spectacle. À la rente, on aurait dit une rixe, un paquet central, acharné et faisant le coup de poing, tandis que le double courant de public dont ce côté de la salle était traversé déplaçait les groupes, déformés et reformés sans cesse, en de continuels remous. Entre le comptant et la corbeille, au-dessus de la tempête déchaînée des têtes, il n'y avait plus que les 3 cauteurs, assis sur leurs hautes chaises, qui surnageaient ainsi que des épaves, avec la grande tache blanche de leur registre, tiraillés à gauche, tiraillés à droite, par la fluctuation rapide des cours qu'on leur jetait. Dans le compartiment du comptant, surtout, la bousculade était à son comble, une masse compacte de chevelure, pas même de visage, un grouillement sombre qu'éclairaient seulement les petites notes claires des carnets agités en l'air. Et, à la corbeille, autour du bassin que les fiches froissées emplissaient maintenant d'une floraison de toutes les couleurs, des cheveux grisonnaient, des crânes luisaient, on distinguait la pâleur des faces secouées, des mains tendues fébrilement, toute la mimique dansante des corps, plus au large, comme près de se dévorer, si la rampe ne les eût retenus. Cet enragement des dernières minutes avait d'ailleurs gagné le public. On s'écrasait dans la salle, un piétinement énorme, une débandade de grands troupeaux lâchés dans un couloir trop étroit. Et seuls, au milieu de l'effacement des redingotes, les chapeaux de soie miroitaient sous la lumière diffuse qui tombait du vitrage. Mais, brusquement, une volée de cloches perça le tumulte. Tout se calma, les gestes s'arrêtèrent, les voix se turent, au comptant, à la rente, à la corbeille. Il ne restait que le grondement sourd du public, pareil à la voix continue d'un torrent rentré dans son lit, qui achève de s'écouler. Et, dans l'agitation persistante, les derniers cours circulaient, l'universel était monté à 3060, en hausse encore de 30 francs sur le cours de la veille. La déroute des baissiers était complète. La liquidation allait une fois de plus être désastreuse pour eux, car les différences de la quinzaine se solderaient par des sommes considérables. Un instant, Saccard, avant de quitter la salle, se haussa comme pour mieux embrasser la foule autour de lui, d'un coup d'œil. Il était réellement grandi, soulevé d'un tel triomphe, que toute sa petite personne se gonflait, s'allongeait, devenait énorme. Celui qu'il semblait ainsi chercher, par-dessus les têtes, c'était Gundermann absent. Gundermann qu'il aurait voulu voir abattu, grimaçant, demandant grâce. Et il tenait au moins à ce que toutes les créatures inconnues du juif, toute la sale juiverie qui se trouvait là, hargneuse, le vit lui-même, transfiguré, dans la gloire de son succès. Ce fut sa grande journée, celle dont on parle encore, comme on parle d'Austerlitz et de Marengo. Ses clients, ses amis s'étaient précipités.
Le marquis de Bohain, Sédille, Kolb, Huret lui serraient les deux mains, tandis que d'Aigremont, avec le sourire faux de son amabilité mondaine, le complimentait, sachant bien qu'on meurt, à la Bourse, de pareilles victoires. Maugendre l'aurait embrassé sur les deux joues, exalté, exaspéré, en voyant le capitaine Chave hausser quand même les épaules. Mais l'adoration complète, religieuse, était celle de Dejoie, qui, venu du journal en courant, pour connaître tout de suite le dernier cours, restait à quelques pas, immobile, cloué par la tendresse et l'admiration, les yeux luisants de larmes. Jantrou avait disparu, portant sans doute la nouvelle à la baronne Sandorf. Macias et Sabatani soufflaient, rayonnants, comme au soir triomphal d'une grande bataille. « Eh bien, qu'est-ce que je disais » criait Pillerault, ravi. Moser, le nez allongé, grognait de sourdes menaces. « Oui, au bout du fossé, la culbute. La carte du Mexique à payer, les affaires de Rome qui s'embrouillent encore depuis Montana, l'Allemagne qui va tomber sur nous un de ces 4 matins. Oui, et ces imbéciles qui montent encore pour culbuter de plus haut. Ah, tout est bien fichu, vous verrez. » Puis, comme Salmon, cette fois, demeurait grave, en le regardant. « C'est votre avis, n'est-ce pas ? Quand tout marche trop bien, c'est que tout va craquer. » Cependant, la salle se vidait. Il n'allait y rester, en l'air, que la fumée des cigares, une nuée bleuâtre épaissie et jaunie de toutes les poussières envolées. Mazo et Jacobi, redevenus corrects, étaient rentrés ensemble dans le cabinet des agents de change, le second plus ému par de secrètes pertes personnelles que par la défaite de ses clients, tandis que le premier, qui ne jouait pas, était tout à la joie du dernier cours, si vaillamment enlevé. Ils causèrent quelques minutes avec de Larocque pour des échanges d'engagement, tenant à la main leur carnet plein de notes, que leur liquidateur devait dépouiller dès le soir, afin d'appliquer les affaires faites. Pendant ce temps, dans la salle des commis, une salle basse, coupée de gros piliers, pareille à une classe mal tenue, avec des rangées de pupitres et un vestiaire tout au fond, Fleury et Gustave Sédille, qui étaient allés chercher leurs chapeaux, s'égayaient bruyamment en attendant de connaître le cours moyen que les employés du syndicat, à un des pupitres, établissaient d'après le cours le plus haut et le cours le plus bas. Vers 3h30, lorsque l'affiche eut été collée sur un pilier, tous deux hennirent, gloussèrent, imitèrent le chant du coq, dans le contentement de la belle opération qu'ils avaient réalisée en trafiquant sur les ordres d'achat de Fayeux. C'était une paire de solitaires pour Chuchu qui tyrannisait maintenant Fleury de ses exigences, et un semestre d'avance pour Germaine Coeur que Gustave avait fait la bêtise d'enlever définitivement à Jacobi, lequel venait de prendre au mois une écuyère de l'hippodrome. D'ailleurs, le vacarme continuait dans la salle des commis, des farces ineptes, un massacre des chapeaux, au milieu d'une bousculade d'écoliers en récréation. Et, d'autre part, sous le péristyle, la coulisse finissait de bâcler des affaires. Nathanson se décidait à descendre les marches, enchanté de son arbitrage, parmi le flot des derniers spéculateurs qui s'attardaient, malgré le froid devenu terrible. Dès 6h, tout ce monde de joueurs, d'agents de change, de coulissiers et de remisiers, après avoir les uns établi leurs gains ou leurs pertes, les autres arrêté leurs notes de courtage, allaient se mettre en habit pour finir d'étourdir leur journée avec leurs notions perverties de l'argent dans les restaurants et les théâtres, les soirées mondaines et les alcôves galantes. Ce soir-là, Paris qui veille et qui s'amuse ne parla que du duel formidable engagé entre Gundermann et Saccard. Les femmes, tout entières au jeu par passion et par mode, affectaient de se servir des mots techniques de liquidation, prime, report, déport, sans toujours les comprendre. On causait surtout de la position critique des baissiers qui, depuis tant de mois, payaient, à chaque liquidation nouvelle, des différences de plus en plus fortes, à mesure que l'universel montait, dépassant toute limite raisonnable. Certainement, beaucoup jouaient à découvert et se faisaient reporter, ne pouvant livrer les titres. Ils s'acharnaient, continuaient leurs opérations à la baisse, avec l'espoir d'une débâcle prochaine des actions. Mais, malgré les reports qui tendaient à s'élever d'autant plus que l'argent se faisait plus rare,
Les baissiers, épuisés, écrasés, allaient être anéantis si la hausse continuait. À la vérité, la situation de Gundermann, du chef tout-puissant qu'on leur donnait, était différente, car lui avait, dans ses caves, son milliard, d'inépuisables troupes qu'il envoyait au massacre, si longue et meurtrière que fut la campagne. C'était l'invincible force, pouvoir rester vendeur à découvert, avec la certitude de toujours payer ses différences, jusqu'au jour où la baisse fatale lui donnerait la victoire. Et l'on causait, on calculait les sommes considérables qu'il devait déjà avoir englouties, à faire avancer ainsi, le 15 et le 30 de chaque mois, pareil à des rangées de soldats que les boulets emportent, des sacs d'écus qui fondaient au feu de la spéculation. Jamais encore il n'avait subi, en bourse, une si rude attaque à sa puissance, qu'il y voulait souveraine, indiscutable. Car s'il était, comme il aimait à le répéter, un simple marchand d'argent, et non un joueur, il avait la nette conscience que, pour rester ce marchand, le premier du monde, disposant de la fortune publique, il lui fallait être le maître absolu du marché, et il se battait, non pour le gain immédiat, mais pour sa royauté elle-même, pour sa vie. De là l'obstination froide, la farouche grandeur de la lutte. On le rencontrait sur les boulevards, le long de la rue Vivienne, avec sa face blême et impassible, son pas de vieillard épuisé, sans que rien en lui décelât la moindre inquiétude. Il ne croyait qu'à la logique. Au-dessus du cours de 2000 francs, la folie commençait pour les actions de l'universel. À 3000, c'était la démence pure. Elle devait retomber, comme la pierre lancée en l'air retombe forcément. Et il attendait. Irait-il jusqu'au bout de son milliard ? On frémissait d'admiration autour de Gundermann, du désir aussi de le voir enfin dévoré, tandis que Saccard, qui soulevait un enthousiasme plus tumultueux, avait pour lui les femmes, les salons, tout le beau monde des joueurs, lesquels empochaient de si belles différences depuis qu'ils battaient monnaie avec leur foi, en trafiquant sur le mont Carmel et sur Jérusalem. La ruine prochaine de la haute banque juive était décrétée. Le catholicisme allait avoir l'empire de l'argent, comme il avait eu celui des âmes. Seulement, si ses troupes gagnaient gros, Saccard se trouvait à bout d'argent, vidant ses caisses pour ses continuels achats. De 200 millions disponibles, près des 2/3 venaient d'être ainsi immobilisés. C'était la prospérité trop grande, le triomphe asphyxiant dont on étouffe. Toute société qui veut être maîtresse à la bourse, pour maintenir le cours de ses actions, est une société condamnée. Aussi, dans les commencements, n'était-il intervenu qu'avec prudence. Mais il avait toujours été l'homme d'imagination, voyant trop grand, transformant en poème ses trafics louches d'aventuriers. Et, cette fois, avec cette affaire réellement colossale et prospère, il en arrivait à des rêves extravagants de conquête, à une idée si folle, si énorme, qu'il ne se la formulait même pas nettement à lui-même. Ah, s'il avait eu des millions toujours, comme ces sales juifs. Le pis était qu'il voyait la fin de ses troupes, encore quelques millions bons pour le massacre. Puis, si la baisse venait, ce serait son tour à payer des différences, et lui, ne pouvant lever les titres, serait bien forcé de se faire reporter. Dans sa victoire, le moindre gravier devait culbuter sa vaste machine. On en avait la sourde conscience, même parmi les fidèles, ceux qui croyaient à la hausse comme au bon Dieu. C'était ce qui achevait de passionner Paris, la confusion et le doute où l'on s'agitait, ce duel de Saccard et de Gundermann dans lequel le vainqueur perdait tout son sang, ce corps à corps des deux monstres légendaires, écrasant entre eux les pauvres diables qui se risquaient à jouer leur jeu, menaçant de s'étrangler l'un l'autre sur le monceau des ruines qu'ils entassaient. Brusquement, le 3 janvier, le lendemain même du jour où venaient d'être réglés les comptes de la dernière liquidation, l'Universel baissa de 50 francs. Ce fut une forte émotion. À la vérité, tout avait baissé. Le marché, surmené depuis trop longtemps, gonflé outre mesure, craquait de toutes parts. 2 ou 3 affaires véreuses s'effondraient avec bruit. Et, d'ailleurs, on aurait dû être habitué à ces sautes violentes des cours, qui parfois variaient de plusieurs centaines de francs dans une même bourse.
affolé, pareil à l'aiguille de la boussole au milieu d'un orage. Mais, ô grand frisson qui passa, tous sentirent le commencement de la débâcle. L'universel baissait, le cri en courut, se propagea dans une clameur de foule, faite d'étonnement, d'espoir et de crainte. Dès le lendemain, Saccard, solide et souriant à son poste, relevait le cours d'une hausse de 30 francs grâce à des achats considérables. Seulement, le 5, malgré ses efforts, la baisse fut de 40 francs. L'universel n'était plus qu'à 3000. Et, dès lors, chaque jour amena sa bataille. Le 6, l'universel remontait. Le 7, le 8, elle baissait de nouveau. C'était un mouvement irrésistible qui l'entraînait peu à peu dans une chute lente. On allait la prendre pour le bouc émissaire, lui faire expier la folie de tous, les crimes des autres affaires moins en vue, de ce pullulement d'entreprises louches, surchauffées de réclames, grandis comme des champignons monstrueux dans le terreau décomposé du règne. Mais Saccard, qui ne dormait plus, qui chaque après-midi reprenait sa place de combat près de son pilier, vivait dans l'hallucination de la victoire toujours possible. En chef d'armée convaincu de l'excellence de son plan, il ne cédait le terrain que pas à pas, sacrifiant ses derniers soldats, vidant les caisses de la société de leurs derniers sacs d'écus pour barrer la route aux assaillants. Le 9, il remporta encore un avantage signalé. Les baissiers tremblèrent, reculèrent. Est-ce que la liquidation du 15 s'engraisserait une fois de plus de leurs dépouilles ? Et lui, déjà sans ressources, réduit à lancer du papier de circulation, osait maintenant, comme ces affamés qui voient des festins immenses dans le délire de leur faim, s'avouer à lui-même le but prodigieux et impossible où il tendait, l'idée géante de racheter toutes les actions pour tenir les vendeurs à découvert, pieds et poings liés, à sa merci. Cela venait d'être fait pour une petite compagnie de chemin de fer. La maison d'émission avait tout ramassé sur le marché. Et les vendeurs, ne pouvant livrer, s'étaient rendus en esclaves, forcés d'offrir leur fortune et leur personne. Ah, s'il avait traqué, effaré Gundermann jusqu'à le tenir, impuissant, à découvert, s'il l'avait ainsi vu un matin apportant son milliard, en le suppliant de ne pas le prendre tout entier, de lui laisser les 10 sous de lait dont il vivait par jour. Seulement, pour ce coup-là, il fallait 7 à 800 millions. Il en avait déjà jeté 200 au gouffre. C'était 5 ou 600 encore qu'il s'agissait de mettre en ligne. Avec 600 millions, il balayait les Juifs. Il devenait le roi de l'or, le maître du monde. Quel rêve! Et c'était très simple. L'idée de la valeur de l'argent se trouvait abolie à ce degré de fièvre. Il n'y avait plus que des pions que l'on poussait sur l'échiquier. Dans ces nuits d'insomnie, il levait l'armée de 600 millions et les faisait tuer pour sa gloire, victorieux enfin au milieu des désastres, sur les ruines de tout. Saccard, le 10, eut malheureusement une terrible journée. À la bourse, il était toujours superbe de gaieté et de calme, et jamais guerre pourtant n'avait eu cette férocité muette, un égorgement de chaque heure, le guet-apens embusqué partout. Dans ces batailles de l'argent, sourdes et lâches, où l'on éventre les faibles sans bruit, il n'y a plus de lien, plus de parenté, plus d'amitié. C'est l'atroce loi des forts, ceux qui mangent pour ne pas être mangés. Aussi se sentait-il absolument seul, n'ayant d'autre soutien que son insatiable appétit, qui le tenait debout, sans cesse dévorant. Il redoutait surtout la journée du 14, où devait avoir lieu la réponse des primes. Mais il trouva encore de l'argent pour les 3 jours qui précédèrent, et le 14, au lieu d'amener une débâcle, raffermit l'universel, qui, le 15, finit en liquidation à 2860, en baisse seulement de 100 francs sur le dernier cours de décembre. Il avait craint un désastre, il affecta de croire à une victoire. En réalité, pour la première fois, les baissiers l'emportaient, touchaient enfin des différences, eux qui en payaient depuis des mois. Et, la situation se retournant, lui dut se faire reporter chez Mazot, lequel se trouva dès lors fortement engagé. La seconde quinzaine de janvier allait être décisive. Depuis qu'il luttait de la sorte, dans ces secousses quotidiennes qui le jetaient et le reprenaient à l'abîme, Saccard avait, chaque soir, un besoin effréné d'étourdissement.
Il ne pouvait rester seul, dînait en ville, achevait ses nuits au cou d'une femme. Jamais il n'avait ainsi brûlé sa vie, se montrant partout, courant les théâtres et les cabarets où l'on soupe, affectant une dépense exagérée d'homme trop riche. Il évitait Madame Caroline, dont les remontrances le gênaient, toujours à lui parler des lettres inquiètes qu'elle recevait de son frère, désespérée elle-même de sa campagne à la hausse, d'un effrayant danger. Et il revoyait davantage la baronne Sandorf, comme si cette froide perversion dans le petit rez-de-chaussée inconnu de la rue Caumartin l'eût dépaysé en lui donnant l'heure d'oubli nécessaire à la détente de son cerveau surmené de fatigue. Parfois, il s'y réfugiait pour examiner certains dossiers, réfléchir à certaines affaires, heureux de se dire que personne au monde ne l'y dérangerait. Le sommeil l'y terrassait, il y dormait 1 heure ou 2, les seules heures délicieuses d'anéantissement. Et la baronne, alors, ne se faisait aucun scrupule de fouiller ses poches, de lire les lettres de son portefeuille, car il était devenu complètement muet, elle n'en tirait plus un seul renseignement utile, convaincue même qu'il mentait quand elle lui arrachait un mot, au point qu'elle n'osait plus jouer sur ses indications. C'était en lui volant ainsi ses secrets qu'elle avait acquis la certitude des embarras d'argent où commençait à se débattre l'universel, tout un vaste système de papiers de circulation, des billets de complaisance que la maison escomptait à l'étranger, prudemment. Saccard, un soir, s'étant réveillé trop tôt et l'ayant trouvé en train de visiter son portefeuille, l'avait giflé comme une fille qui pêche des sous dans le gilet des messieurs. Et, depuis lors, il la battait, ce qui les enrageait, puis les brisait et les calmait tous les deux. Cependant, après la liquidation du 15, qui lui avait emporté 10 000 francs, la baronne se mit à nourrir un projet. Elle en était obsédée. Elle finit par consulter Jantrou. « Ma foi, lui répondit celui-ci, je crois que vous avez raison. Il est temps de passer à Gundermann. Allez donc le voir et contez-lui l'affaire, puisqu'il vous a promis, le jour où vous lui apporteriez un bon conseil, de vous en donner un autre en échange. » Gundermann, le matin où la baronne se présenta, était d'une humeur de dogue. La veille encore, l'universel avait remonté. On n'en finirait donc pas avec cette bête vorace qui lui avait mangé tant d'or et qui s'entêtait à ne pas mourir. Elle était bien capable de se relever, de finir de nouveau en hausse le 31 du mois, et il grondait de s'être engagé dans cette rivalité désastreuse, lorsque peut-être il aurait mieux valu faire sa part à la maison nouvelle. Ébranlé dans sa tactique ordinaire, perdant sa foi dans la logique fatalement triomphante, il se serait, à cette minute, résigné à battre en retraite, s'il avait pu reculer sans tout perdre. Ils étaient rares chez lui, ces moments de découragement que les plus grands capitaines ont connus, à la veille même de la victoire, lorsque les hommes et les choses veulent leur succès. Et ce trouble d'une vue puissante, si nette d'habitude, venait du brouillard qui se produit à la longue, de ce mystère des opérations de bourse, sous lesquelles il n'est jamais possible de mettre un nom à coup sûr. Certes, Saccard achetait, jouait, mais était-ce pour des clients sérieux? Était-ce pour la société elle-même? Il finissait par ne plus le savoir, au milieu des commérages qu'on lui rapportait de toutes parts. Les portes de son cabinet immense claquaient, tout son personnel tremblait de sa colère. Il accueillait les remisiers si brutalement que leur défilé accoutumé se tournait en un galop de déroute. « Ah, c'est vous, dit Gundermann à la baronne, sans politesse aucune. « Je n'ai pas de temps à perdre avec les femmes aujourd'hui. » Elle en fut déconcertée, au point qu'elle supprima toutes les préparations et lâcha d'un coup la nouvelle qu'elle apportait. « Si l'on vous prouvait que l'universel est à bout d'argent, après les achats considérables qu'elle a faits, et qu'elle en est réduite à escompter à l'étranger du papier de complaisance pour continuer la campagne ?» Le juif avait réprimé un tressaillement de joie. Son œil restait mort, il répondit de la même voix grondeuse. « Ce n'est pas vrai. »« Comment, pas vrai ? Mais j'ai entendu de mes oreilles, j'ai vu de mes yeux. » Et elle voulut le convaincre en lui expliquant qu'elle avait eu entre les mains les billets signés par des hommes de paille. Elle nommait ces derniers. Elle disait aussi les noms des banquiers qui, à Vienne, à Francfort, à Berlin, avaient escompté les billets. Ses correspondants pourraient le renseigner. Il verrait bien qu'elle ne lui apportait pas un cancan en l'air.
De même, elle affirmait que la société avait acheté pour elle, dans l'unique but de maintenir la hausse, et que 200 millions déjà étaient engloutis. Gundermann, qui l'écoutait de son air morne, réglait déjà sa campagne du lendemain, d'un travail d'intelligence si prompt qu'il avait en quelques secondes réparti ses ordres, arrêté les chiffres. Maintenant, il était certain de la victoire, sachant bien de quelle ordure lui venaient les renseignements, plein de mépris pour ce Saccard jouisseur, stupide au point de s'abandonner à une femme et de se laisser vendre. Quand elle eut fini, il leva la tête et, la regardant de ses gros yeux éteints, « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, tout ce que vous me racontez là ?» Elle en resta saisie, tellement il paraissait désintéressé et calme. « Mais il me semble que votre situation à la baisse… »« Moi ? Qui vous a dit que j'étais à la baisse ? Je ne vais jamais à la bourse, je ne spécule pas. Tout ça m'est bien égal. » Et sa voix était si innocente que la baronne, ébranlée, effarée, aurait fini par le croire, sans certaines inflexions d'une naïveté trop goguenarde. Évidemment, il se moquait d'elle, dans son absolu dédain, en homme fini, sans désir aucun. « Alors, ma bonne amie, comme je suis très pressé, si vous n'avez rien de plus intéressant à me dire… » Il la mettait à la porte. Alors, furieuse, elle se révolta. « J'ai eu confiance en vous. J'ai parlé la première. C'est un guet-apens véritable. Vous m'aviez promis, si je vous étais utile, de m'être utile à votre tour, de me donner un conseil. » Se levant, il l'interrompit. Lui, qui ne riait jamais, il eut un petit ricanement, tellement cette duperie brutale à l'égard d'une femme jeune et jolie l'amusait. « Un conseil ? Mais je ne vous le refuse pas, ma bonne amie. Écoutez-moi bien. Ne jouez pas, ne jouez jamais. Ça vous rendra laide. C'est très vilain, une femme qui joue. » Et, quand elle s'en fut allée, hors d'elle, il s'enferma avec ses 2 fils et son gendre, distribua les rôles, envoya tout de suite chez Jacobi et chez d'autres agents de change pour préparer le grand coup du lendemain. Son plan était simple, faire ce que la prudence l'avait empêché de risquer jusque-là, dans son ignorance de la véritable situation de l'universel, écraser le marché sous des ventes énormes, maintenant qu'il savait cette dernière à bout de ressources, incapable de soutenir les cours. Il allait faire avancer la réserve formidable de son milliard, en général qui veut en finir, et que ses espions ont renseigné sur le point faible de l'ennemi. La logique triompherait. Toute action est condamnée, qui monte au-delà de la valeur vraie qu'elle représente. Justement, ce jour-là, vers 5 heures, Saccard, averti du danger par son flair, se rendit chez d'Aigremont. Il était fiévreux. Il sentait que l'heure devenait pressante de porter un coup aux baissiers si l'on ne voulait se laisser battre définitivement par eux. Et son idée géante le travaillait, la colossale armée de 600 millions à lever encore pour la conquête du monde. D'Aigremont le reçut avec son amabilité ordinaire, dans son hôtel princier, au milieu de ses tableaux de prix, de tout ce luxe éclatant que payaient chaque quinzaine les différences de bourse, sans qu'on sût au juste ce qu'il y avait de solide derrière ce décor, toujours sous la menace d'être emporté par un caprice de la chance. Jusque-là, il n'avait pas trahi l'universel, refusant de vendre, affectant de montrer une confiance absolue, heureux de cette attitude de beau joueur à la hausse, dont il tirait du reste de gros profits. Et même s'il s'était plu à ne pas broncher, après la liquidation mauvaise du 15, convaincu, disait-il partout, que la hausse allait reprendre, l'œil aux aguets, pourtant, prêt à passer à l'ennemi dès le premier symptôme grave. La visite de Saccard, l'extraordinaire énergie dont il faisait preuve, l'idée énorme qu'il lui développa de tout ramasser sur le marché, le frappèrent d'une véritable admiration. C'était fou, mais les grands hommes de guerre et de finance ne sont-ils pas souvent que des fous qui réussissent ? Et il promit formellement de se porter à son secours dès la bourse du lendemain. Il avait déjà de fortes positions. Il passerait chez Delarocque, son agent, pour en prendre de nouvelles, sans compter ses amis qu'il irait voir, toute une sorte de syndicat dont il amènerait le renfort. On pouvait, selon lui, chiffrer à 100 millions ce nouveau corps d'armée d'un emploi immédiat. Cela suffirait. Saccard, radieux, certain de vaincre,
arrêta sur-le-champ le plan de la bataille, tout un mouvement tournant d'une rare hardiesse emprunté aux plus illustres capitaines. D'abord, au début de la bourse, une simple escarmouche pour attirer les baissiers et leur donner confiance. Puis, quand ils auraient obtenu un premier succès, quand les cours baisseraient, l'arrivée de d'Aigremont et de ses amis avec leur grosse artillerie, tous ces millions inattendus, débouchant d'un pli de terrain, prenant les baissiers en queue et les culbutant. Ce serait un écrasement, un massacre. Les deux hommes se séparèrent avec des poignées de main et des rires de triomphe. 1 heure plus tard, comme d'Aigremont, qui dînait en ville, allait s'habiller, il reçut une autre visite, celle de la baronne Sandorf. Dans son désarroi, elle venait d'avoir l'inspiration de le consulter. On l'avait, un instant, dite sa maîtresse, mais réellement, il n'y avait eu entre eux qu'une camaraderie très libre d'homme à femme. Tous deux étaient trop félins, se devinaient trop, pour en arriver à la duperie d'une liaison. Elle conta ses craintes, la démarche chez Gundermann, la réponse de celui-ci, en mentant d'ailleurs sur la fièvre de trahison qui l'avait poussé. Et d'Aigremont s'égaya, s'amusa à l'effarer davantage, l'air ébranlé, près de croire que Gundermann disait vrai quand il jurait qu'il n'était pas à la baisse. Car est-ce qu'on sait jamais? C'est un vrai bois que la bourse, un bois par une nuit obscure où chacun marche à tâtons. Dans ces ténèbres, si l'on a le malheur d'écouter tout ce qu'on invente d'inepte et de contradictoire, on est certain de se casser la figure. « Alors, demanda-t-elle anxieusement, je ne dois pas vendre ?»« Vendre ? Pourquoi ? En voilà une folie. Demain, nous serons les maîtres. L'universel remontera à 3100. Et tenez bon, quoi qu'il arrive. Vous serez contente du dernier cours. Je ne puis pas vous en dire davantage. » La baronne était partie. D'Aigremont s'habillait enfin, lorsqu'un coup de timbre annonça une 3e visite. Ah, celui-là, non, il ne le recevrait pas. Mais lorsqu'on lui eut remis la carte de Delarocque, il cria tout de suite de faire entrer, et, comme l'agent, l'air très ému, attendait pour parler, il renvoya son valet de chambre, achevant lui-même de mettre sa cravate blanche devant une haute glace. « Mon cher, voilà, dit Delarocque, avec sa familiarité d'homme du même cercle. Je m'en remets à votre amitié, n'est-ce pas, parce que c'est assez délicat. Imaginez-vous que Jacobi, mon beau-frère, vient d'avoir la gentillesse de me prévenir d'un coup qui se prépare. À la bourse de demain, Gundermann et les autres sont décidés à faire sauter l'universel. Ils vont jeter tout le paquet sur le marché. Jacobi a déjà les ordres. Il est accouru. Fichtre, lâcha simplement d'Aigremont, devenu pâle. Vous comprenez, j'ai de très fortes positions à la hausse engagées chez moi. Oui, pour une 15aine de millions, de quoi y laisser bras et jambes. Alors, n'est-ce pas, j'ai pris une voiture et je fais le tour de mes clients sérieux. Ce n'est pas correct, mais l'intention est bonne. Fichtre, répéta l'autre. Enfin, mon bon ami, comme vous jouez à découvert, je viens vous prier de me couvrir ou de défaire votre position. D'Aigremont eut un cri. Défaite, défaite, mon cher. Ah non, par exemple, je ne reste pas dans les maisons qui croulent, c'est de l'héroïsme inutile. N'achetez pas, vendez. J'en ai pour près de 3 millions chez vous. Vendez, vendez tout. Et, comme Delarocque se sauvait, en disant qu'il avait d'autres clients à voir, il lui prit les mains, les serra énergiquement. Merci, je n'oublierai jamais. Vendez, vendez tout. Resté seul, il rappela son valet de chambre pour se faire arranger la chevelure et la barbe. Ah, quelle école! Il avait failli, cette fois, se laisser jouer comme un enfant. Voilà ce que c'était que de se mettre avec un fou. Le soir, à la petite bourse de 8 heures, la panique commença. Cette bourse se tenait alors sur le trottoir du boulevard des Italiens, à l'entrée du passage de l'Opéra. Et il n'y avait là que la coulisse, opérant au milieu d'une cohue louche de courtiers, de remisiers, de spéculateurs véreux. Des camelots circulaient, des ramasseurs de bouts de cigares se jetaient à 4 pattes, au milieu du piétinement des groupes. C'était, barrant le boulevard, un entassement obstiné de troupeaux que le flot des promeneurs emportait, séparait et qui se reformait toujours. Ce soir-là, près de 2000 personnes stationnaient ainsi, grâce à la douceur du ciel couvert et fumeux qui annonçait de la pluie, après des froids terribles. Le marché était très actif.
On offrait l'universel de tous côtés, les cours tombaient rapidement. Aussi, bientôt, des rumeurs coururent, toute une anxiété naissante. Que se passait-il donc ? À demi-voix, on se nommait les vendeurs probables, selon le remisier qui donnait l'ordre ou le coulissier qui l'exécutait. Puisque les gros vendaient de la sorte, il se préparait quelque chose de grave, sûrement. Et, de 8h à 10h, ce fut une bousculade. Tous les joueurs de flair défirent leur position. Il y en eut même qui, d'acheteurs, eurent le temps de se mettre vendeurs. On alla se coucher dans un malaise de fièvre, comme à la veille des grands désastres. Le lendemain, le temps fut exécrable. Il avait plu toute la nuit. Une petite pluie glaciale noyait la ville, changée par le dégel en un cloaque de boue, jaune et liquide. La bourse, dès 12h30, clamait dans ce ruissellement. Réfugiée sous le péristyle et dans la salle, la foule était énorme. Et la salle, bientôt, avec les parapluies mouillés qui s'égouttaient, se trouva changée en une immense flaque d'eau bourbeuse. La crasse noire des murs suintait, il ne tombait du toit vitré qu'un jour bas et roussâtre, d'une désespérée mélancolie. Au milieu des mauvais bruits qui couraient, des histoires extraordinaires détraquant les têtes, tous les regards, dès l'entrée, cherchaient Saccard, le dévisageaient. Il était à son poste, debout, près du pilier accoutumé. Et il avait l'air des autres jours, des jours triomphants, son air de gaieté brave et d'absolue confiance. Il n'ignorait pas que l'universel avait baissé de 300 francs la veille, à la petite bourse du soir. Il flairait un danger immense. Il s'attendait à un furieux assaut des baissiers, mais son plan de bataille lui semblait inattaquable. Le mouvement tournant de d'Aigremont, l'arrivée imprévue d'une armée fraîche de millions devait tout emporter et lui assurer une fois de plus la victoire. Lui, désormais, se trouvait sans ressources. Les caisses de l'universel étaient vides. Il en avait gratté jusqu'au centime. Et il ne désespérait pourtant pas. Il s'était fait reporter par Mazot. Il l'avait conquis à un tel point, en lui confiant l'appui du syndicat de d'Aigremont, que l'agent, sans couverture, venait encore d'accepter des ordres d'achat pour plusieurs millions. La tactique arrêtée entre eux était de ne pas trop laisser tomber les cours, au début de la bourse, de les soutenir, de guerroyer, en attendant l'armée de renfort. L'émotion était si vive que Macias et Sabatani, renonçant à des ruses inutiles, maintenant que la vraie situation faisait l'objet de tous les commérages, vinrent causer ouvertement avec Saccard, puis coururent porter ses recommandations dernières, l'un à Nathanson, sous le péristyle, l'autre à Mazot, encore dans le cabinet des agents de change. Il était 1h moins 10, et Moser, qui arrivait, blême d'une crise de foie, dont la morsure l'avait empêché de fermer l'œil la nuit précédente, fit remarquer à Pillerault que tout le monde, ce jour-là, était jaune et avait l'air malade. Pillerault, que l'approche des désastres redressait dans des fanfaronnades de chevaliers errants, partit d'un éclat de rire. « Mais c'est vous, mon cher, qui avez la colique. Tout le monde est très gai. Nous allons vous flanquer une de ces tripotées dont on se souvient longtemps. » La vérité était que, dans l'anxiété générale, la salle restait morne sous le jour roussâtre, et cela se sentait surtout au grondement affaibli des voix. Ce n'était plus l'éclat tumultueux des grands jours de hausse, l'agitation, le vacarme d'une marée débordant de toutes parts en conquérante. On ne courait plus, on ne criait plus, on se glissait, on parlait bas comme dans la maison d'un malade. Bien que la foule fût considérable et que l'on s'étouffât pour circuler, un murmure seulement s'élevait, navré, le chuchotement des craintes qui couraient, des nouvelles déplorables qu'on échangeait à l'oreille. Beaucoup se taisaient, livides, la face contractée, avec des yeux élargis, qui interrogeaient désespérément les autres visages. « Salmon, vous ne dites rien ?» demanda Pillerault, plein d'une ironie agressive. « Parbleu, murmura Moser, il est comme les autres, il n'a rien à dire, il a peur. » En effet, ce jour-là, les silences de Salmon n'inquiétaient plus personne, dans l'attente profonde et muette de tous. Mais c'était autour de Saccard que se pressait surtout un flot de clients, frémissant d'incertitude, avides d'une bonne parole. On remarqua plus tard que d'Aigremont ne s'était pas montré, pas plus que le député Huret, averti sans doute, redevenu le chien fidèle de Rougon. Kolb, au milieu d'un groupe de banquiers,
affectait d'être pris par une grosse affaire d'arbitrage. Le marquis de Bohain, au-dessus des vicissitudes du sort, promenait tranquillement sa petite tête pâle et aristocratique, certain de gagner quand même, ayant donné à Jacobi l'ordre d'acheter autant d'universels qu'il avait chargé Mazaud d'en vendre. Et Saccard, assiégé par la foule des autres, les croyants, les naïfs, se montra particulièrement aimable et rassurant pour Sédille et pour Maugendre, qui, les lèvres tremblantes, les yeux humides de supplication, quêtaient l'espoir du triomphe. Il leur serra vigoureusement la main, en mettant dans son étreinte l'absolue promesse de vaincre. Puis, en homme constamment heureux, à l'abri de tout péril, il se lamenta d'une misère. « Vous me voyez consterné. Par ces grands froids, on a oublié un camélia dans ma cour, et il est perdu. » Le mot courut, on s'attendrit sur le camélia. Quel homme, ce Saccard! D'une assurance impassible, le visage toujours souriant, sans qu'on pût savoir si ce n'était là qu'un masque, posé sur les effroyables préoccupations qui auraient torturé tout autre. « L'animal, est-il beau ?» murmura Jantrou à l'oreille de Massias, qui revenait. Justement, Saccard appelait Jantrou, envahi d'un souvenir à cette minute suprême, se rappelant l'après-midi où, avec ce dernier, il avait vu le coupé de la baronne Sandorf arrêté rue Brognard. Est-ce qu'il était là encore, dans cette journée de crise ? Est-ce que le cocher, haut perché, gardait sous la pluie battante son immobilité de pierre, pendant que la baronne, derrière les glaces closes, attendait les cours ? « Certainement, elle est là, » répondit Jantrou à demi-voix. « Et de tout cœur avec vous, bien décidé à ne pas reculer d'une semelle. Nous sommes tous là, solides à notre poste. » Saccard fut heureux de cette fidélité, bien qu'il doutât du désintéressement de la dame et des autres. D'ailleurs, dans l'aveuglement de sa fièvre, il croyait encore marcher à la conquête, avec tout son peuple d'actionnaires derrière lui, ce peuple des humbles et du beau monde, engoué, fanatisé, les jolies femmes, mêlées aux servantes, en un même élan de foi. Enfin, le coup de cloche retentit, passa avec une lamentation de tocsin sur la houle effarée des têtes, et Mazaud, qui donnait des ordres à Fleury, revint vivement vers la corbeille, pendant que le jeune employé se précipitait au télégraphe, très ému pour lui-même, car, en perte depuis quelque temps, s'entêtant à suivre la fortune de l'universel, il risquait ce jour-là un coup décisif sur l'histoire de l'intervention de d'Aigremont, surprise à la charge derrière une porte. La corbeille était tout aussi anxieuse que la salle. Les agents sentaient bien, depuis la dernière liquidation, le sol trembler sous eux, au milieu de symptômes si graves que leur expérience s'en alarmait. Déjà, des écroulements partiels s'étaient produits. Le marché exténué, trop chargé, se lézardait de toutes parts. Allait-ce donc être un de ces grands cataclysmes, comme il en survient un tous les 10 à 15 ans, une de ces crises mortelles du jeu à l'état de fièvre aiguë qui décime la bourse, la balaye d'un vent de mort ? À la rente, au comptant, les cris semblaient s'étrangler. La bousculade se faisait plus rude, dominée par les hautes silhouettes noires des coteurs qui attendaient, la plume au doigt. Et, tout de suite, Mazaud, les mains serrant la rampe de velours rouge, aperçut Jacobi, de l'autre côté du bassin circulaire, criant de sa voix profonde. « J'ai de l'universel ! À 2800, j'ai de l'universel !» C'était le dernier cours de la petite bourse de la veille, et, pour enrayer immédiatement la baisse, il crut prudent de prendre à ce prix. Sa voix aiguë s'éleva, domina toutes les autres. « À 2800, je prends. 300 universels envoyés. » Le premier cours se trouva ainsi fixé, mais il lui fut impossible de le maintenir. De toutes parts, les offres affluaient. Il lutta désespérément pendant une demi-heure, sans autre résultat que de ralentir la chute rapide. Sa surprise était de ne pas être plus soutenu par la coulisse. Que faisait donc Nathanson, dont il attendait des ordres d'achat ? Et il ne sut que plus tard la droite tactique de ce dernier qui, tout en achetant pour Saccard, vendait pour son propre compte, averti de la vraie situation par son flair de juif. Massias, très engagé lui-même comme acheteur, accourut, essoufflé,
dire la déroute de la coulisse à Mazo, qui perdit la tête et brûla ses dernières cartouches en lâchant d'un coup les ordres qu'il se réservait d'échelonner, jusqu'à l'arrivée des renforts. Cela fit remonter un peu les cours. De 2500, ils revinrent à 2650, affolés avec les sauts brusques des jours de tempête. Et, un instant encore, l'espoir fut sans bornes chez Mazo, chez Saccard, chez tous ceux qui étaient dans la confidence du plan de bataille. Puisque cela remontait dès maintenant, la journée était gagnée, la victoire allait être foudroyante. Lorsque la réserve déboucherait sur le flanc des Bessiers et changerait leur défaite en une effroyable déroute. Il y eut un mouvement de joie profonde. Sédi et Maugendre auraient baisé les mains de Saccard. Kolb se rapprocha, tandis que Jantrou disparut, courant porter à la baronne Sandorf la bonne nouvelle. Et l'on vit à ce moment le petit Flory, radieux, chercher partout sa Batanie, qui lui servait maintenant d'intermédiaire pour lui donner un nouvel ordre d'achat. Mais 2 heures venaient de sonner, et Mazo, sur qui portait l'effort de l'attaque, faiblissait de nouveau. Sa surprise augmentait, du retard que les renforts mettaient à entrer en ligne. Il était grand temps, qu'attendait-il donc pour le dégager de la position intenable où il s'épuisait ? Bien que, par fierté professionnelle, il montrât un visage impassible, il sentait un grand froid monter à ses joues. Il craignait de pâlir. Jacobi, tonitruant, continuait de lui jeter, par paquets méthodiques, ses offres qu'il cessait de relever. Et ce n'était plus lui qu'il regardait. Ses yeux s'étaient tournés vers Delarocque, l'agent de d'Aigremont, dont il ne comprenait pas le silence. Gros et trapu, avec sa barbe rousse, l'air béat et souriant d'une noce de la veille, celui-ci restait paisible, dans son attente inexplicable. Est-ce qu'il n'allait pas ramasser toutes ses offres, tout sauver, par les ordres d'achat dont devaient déborder les fiches qu'il avait en main ? Tout d'un coup, de sa voix gutturale, légèrement enrouée, Delarocque se jeta dans la lutte. « J'ai de l'universel, j'ai de l'universel !» Et, en quelques minutes, il en offrit pour plusieurs millions. Des voix lui répondaient. Les cours s'effondraient. « J'ai à 2400, j'ai à 2300. Combien ? 500, 600. Envoyez !» Que disait-il donc ? Que se passait-il ? Au lieu des secours attendus, était-ce une nouvelle armée ennemie qui débouchait des bois voisins ? Comme à Waterloo, Grouchy n'arrivait pas, et c'était la trahison qui achevait la déroute. Sous ces masses profondes et fraîches de vendeurs, accourant au pas de charge, une effroyable panique se déclarait. À cette seconde, Mazo sentit passer la mort sur sa face. Il avait reporté Saccard pour des sommes trop considérables. Il eut la sensation nette que l'universel lui cassait les reins en s'écroulant. Mais sa jolie figure brune, aux minces moustaches, resta impénétrable et brave. Il acheta encore, épuisa les ordres qu'il avait reçus, de sa voix chantante de jeune coq, aiguë comme dans le succès. Et, en face de lui, ses contreparties, Jacobi mugissant, Delarocque apoplectique, malgré leur effort d'indifférence, laissaient percer plus d'inquiétude, car il le voyait désormais en grand danger, et les payerait-il s'ils sautaient ? Leurs mains étreignaient le velours de la rampe, leur voix continuait à glapir, comme mécaniquement, par habitude de métier, pendant que, dans leurs regards fixes, s'échangeait toute l'affreuse angoisse du drame de l'argent. Alors, pendant la dernière demi-heure, ce fut la débâcle, la déroute s'aggravant et emportant la foule en un galop désordonné. Après l'extrême confiance, l'engouement aveugle, arrivait la réaction de la peur, tous se ruant pour vendre, s'il en était temps encore. Une grêle d'ordres de vente s'abattit sur la corbeille. On ne voyait plus que des fiches pleuvoir, et ces paquets énormes de titres, jetés ainsi sans prudence, accéléraient la baisse, un véritable effondrement. Les cours, de chute en chute, tombèrent à 1500, à 1200, à 900. Il n'y avait plus d'acheteurs. La plaine restait rase, jonchée de cadavres. Au-dessus du sombre grouillement des redingotes, les 3 coteurs semblaient être des greffiers mortuaires, enregistrant des décès. Par un singulier effet du vent de désastre qui traversait la salle, l'agitation s'y était figée, le vacarme s'y mourait, comme dans la stupeur d'une grande catastrophe. Un silence effrayant régna lorsque, après le coup de cloche de la clôture,
le dernier cours de 830 francs fut connu, et la pluie entêtée ruisselait toujours sur le vitrage qui ne laissait plus filtrer qu'un crépuscule louche. La salle était devenue un cloaque sous l'égouttement des parapluies et le piétinement de la foule, un sol fangeux d'écuries mal tenues où traînaient toutes sortes de papiers déchirés, tandis que, dans la corbeille, éclatait le bariolage des fiches, les vertes, les rouges, les bleues, jetées à pleine main, si abondantes ce jour-là que le vaste bassin débordait. Mazo était rentré dans le cabinet des agents de change, en même temps que Jacobi et Delarocque. Il s'approcha du buffet, but un verre de bière, dévoré d'une soif ardente, et il regardait l'immense pièce, avec son vestiaire, sa longue table centrale autour de laquelle étaient rangés les fauteuils des 60 agents, ses tentures de velours rouge, tout son luxe banal et défraîchi qui la faisait ressembler à une salle d'attente de première classe dans une grande gare. Il la regardait de l'air étonné d'un homme qui ne l'aurait jamais bien vue. Puis, comme il partait, sans une parole, il serra les mains de Jacobi et de Delarocque, de l'étreinte accoutumée, tous les trois pâlissant sous leur attitude correcte de chaque jour. Il avait dit à Florine de l'attendre à la porte, et il y trouva, en compagnie de Gustave, qui avait définitivement quitté la charge depuis une semaine et qui était venu en simple curieux, toujours souriant, menant la vie de fête, sans se demander si son père, le lendemain, pourrait encore payer ses dettes. Tandis que Florine, blême, avec de petits ricanements imbéciles, s'efforçait de causer, sous l'effroyable perte d'une 100 000 francs qu'il venait de faire, en ne sachant pas où en prendre le premier sou. Mazo et son employé disparurent au milieu de l'averse. Mais, dans la salle, la panique venait surtout de souffler autour de Saccard, et c'était là que la guerre avait fait ses ravages. Sans comprendre au premier moment, il avait assisté à cette déroute, faisant face au danger. Pourquoi donc cette rumeur ? N'étaient-ce pas les troupes de d'Aigremont qui arrivaient ? Puis, lorsqu'il avait entendu les cours s'effondrer, tout en ne s'expliquant pas la cause du désastre, il s'était raidi pour mourir debout. Un froid de glace montait du sol à son crâne. Il avait la sensation de l'irréparable. C'était sa défaite, à jamais. Et le regret bas de l'argent, la colère des jouissances perdues, n'entrait pour rien dans sa douleur. Il ne saignait que de son humiliation de vaincu, que de la victoire de Gundermann, éclatante, définitive, qui consolidait une fois de plus la toute-puissance de ce roi de l'or. À cette minute, il fut vraiment superbe. Toute sa mince personne bravait la destinée, les yeux sans un battement, le visage têtu, seul contre le flot de désespoir et de rancune qu'il sentait déjà monter contre lui. La salle entière bouillonnait, débordait vers son pilier. Des poings se serraient, des bouches bégayaient des paroles mauvaises. Et il avait gardé aux lèvres un inconscient sourire qu'on pouvait prendre pour une provocation. D'abord, au milieu d'une sorte de brouillard, il distingua Maugendre, d'une pâleur mortelle, que le capitaine Chave emmenait à son bras en lui répétant qu'il l'avait bien prédit, avec une cruauté de joueur infime, ravi de voir les gros spéculateurs se casser les reins. Puis ce fut Sédille, la face contractée, avec l'air fou du commerçant dont la maison croule, qui vint lui donner une poignée de main vacillante, en bonhomme, comme pour lui dire qu'il ne lui en voulait point. Dès le premier craquement, le marquis de Bohun s'était écarté, passant à l'armée triomphante des baissiers, racontant à Kolb, qui se mettait prudemment à part, lui aussi, quel doute fâcheux ce Saccard lui inspirait depuis la dernière assemblée générale. Jantrou, éperdu, avait disparu de nouveau, à toutes jambes, pour porter le dernier cours à la baronne Sandorf, qui allait sûrement avoir une attaque de nerfs dans son coupé, comme la chose lui arrivait les jours de grosses pertes. Et c'était encore, en face de Salmon, toujours muet et énigmatique, le baissier Moser et le haussier Pillerault, celui-ci provoquant, la mine fière, malgré sa ruine, l'autre, qui gagnait une fortune, se gâtant la victoire par de lointaines inquiétudes. « Vous verrez qu'au printemps, nous aurons la guerre avec l'Allemagne. Tout ça ne sent pas bon, et Bismarck nous guette. »« Fichez-nous la paix. J'ai encore eu tort, cette fois, de trop réfléchir. Tant pis.
C'est à refaire, tout ira bien. Jusque-là, Saccard n'avait pas faibli. Le nom de Failleux, prononcé derrière son dos, ce receveur de rente de Vendôme, avec lequel il se trouvait en rapport, pour toute une clientèle d'infimes actionnaires, venait seulement de lui causer un malaise, en le faisant songer à la masse énorme des petits, des capitalistes misérables qui allaient être broyés sous les décombres de l'universel. Mais, brusquement, la vue de Dejoie, livide, décomposé, porta ce malaise à l'aigu, en personnifiant toutes les humbles et lamentables ruines dans ce pauvre homme qu'il connaissait. En même temps, par une sorte d'hallucination, s'évoquèrent les pâles, les désolés visages de la comtesse de Beauvilliers et de sa fille, qui le regardaient éperdument de leurs grands yeux pleins de larmes. Et, à cette minute, Saccard, ce corsaire au cœur tanné par 20 ans de brigandage, Saccard, dont l'orgueil était de n'avoir jamais senti trembler ses jambes, de ne s'être jamais assis sur le banc qui était là, contre le pilier, Saccard eut une défaillance et dut s'y laisser tomber un instant. La cohue refluait toujours, menaçait de l'étouffer. Il leva la tête, dans un besoin d'air, et il fut tout de suite debout, en reconnaissant en haut la galerie du télégraphe, penchée au-dessus de la salle, la Méchain, qui dominait de son énorme personne grasse le champ de bataille. Son vieux sac de cuir noir était posé près d'elle, sur la rampe de pierre. En attendant d'y entasser les actions dépréciées, elle guettait les morts, tel que le corbeau vorace qui suit les armées, jusqu'au jour du massacre. Saccard, alors, d'un pas raffermi, s'en alla. Tout son être lui semblait vide. Mais par un effort de volonté extraordinaire, il s'avançait, solide et droit. Ses sens seulement s'étaient comme émoussés. Il n'avait plus la sensation du sol. Il croyait marcher sur un tapis de haute laine. De même, une brume noyait ses yeux, une clameur faisait bourdonner ses oreilles. Tandis qu'il sortait de la bourse et qu'il descendait le perron, il ne reconnaissait plus les gens. C'étaient des fantômes flottants qui l'entouraient, des formes vagues, des sons perdus. N'avait-il pas vu passer la large face grimaçante de Bush ? Ne s'était-il pas arrêté un instant pour causer avec Nathanson, très à l'aise, et dont la voix affaiblie lui paraissait venir de loin ? Sabatani et Macias ne l'accompagnaient-ils pas, au milieu de la consternation générale ? Il se revoyait entouré d'un groupe nombreux, peut-être Sédille et Maugendre encore, toutes sortes de figures qui s'effaçaient, se transformaient. Et comme il allait s'éloigner, se perdre dans la pluie, dans la boue liquide dont Paris était submergé, il répéta d'une voix aiguë à tout ce monde fantomatique, mettant sa gloire dernière à montrer sa liberté d'esprit. « Ah, que je suis donc contrarié de ce camélia qu'on a oublié dans ma cour et qui est mort de froid.